Le manoir autrefois majestueux n'était plus qu'une relique en décomposition de son ancienne gloire, consumée par des années de négligence et de silence. Les niveaux inférieurs étaient submergés dans une eau stagnante et trouble, transformant les escaliers en danger et les couloirs en marécages. Les murs autrefois grandioses et ornés avaient été dépouillés de leur dignité, le plâtre s'effondrait comme du papier séché et des traînées de rouille dessinaient la décomposition sur les surfaces. Partout où l'on regardait, c'était le désordre, papiers éparpillés, livres abîmés et débris jonchaient le sol comme les restes d'une tempête oubliée. C'était comme si le temps s'était arrêté et que la vie avait quitté les lieux depuis longtemps. Lorsque les autorités ont obtenu pour la première fois un mandat de perquisition pour la succession de Rick Harrison, peu de gens imaginaient la gravité de ce qu'ils étaient sur le point de découvrir. La plupart pensaient qu'il ne s'agissait que d'un audit standard, une enquête sur d'éventuelles divergences fiscales, peut-être un examen plus approfondi de certaines transactions commerciales douteuses. Cependant, l'enquête a pris une tournure déchirante lorsque des agents du FBI sont descendus dans les profondeurs du sous-sol de la propriété. Derrière une porte blindée et un mur nouvellement scellé, ils ont découvert quelque chose que personne n'avait prévu, un secret effrayant enfoui dans le silence et l'ombre. Une fois la barrière franchie, les agents furent confrontés à une horrible découverte, un corps. Et ce n'était que le début. C'est à ce moment-là que l'illusion d'une enquête de routine s'est brisée. Les agents ont réalisé qu'ils ne vérifiaient pas simplement les dossiers financiers, ils avaient ouvert les portes d'un cauchemar, un labyrinthe infernal de vérités cachées et d'obscurités indescriptibles attendant d'être mis en lumière. Si des histoires comme celle-ci vous intriguent et que vous avez envie de découvrir d'autres histoires réelles tout aussi troublantes et incroyables, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire avec vos réflexions. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun cas. Maintenant, abordons ensemble cette histoire troublante. Alors que les agents creusaient plus profondément dans le sous-sol, brisant des murs qui n'avaient rien à voir là-bas, ils commencèrent à découvrir d'autres corps, empilés et cachés avec une précision presque rituelle. L'odeur de la mort était accablante, si âcre que plusieurs agents ont été contraints de partir, incapables de supporter l'air intérieur. Mais à mesure que chaque corps était découvert, la vérité aussi, et ce qui en ressortait dressait un tableau d'horreur et de trahison qui a rapidement fait la une des journaux du monde entier. Ce qui a encore plus choqué le public que le décompte des morts, c'est l'identité de l'homme au centre du scandale. Rick Harrison n'était pas seulement un homme d'affaires, il était une figure bien aimée de la culture pop américaine, admiré pour son esprit, ses capacités de négociation et sa résilience. En tant que visage charismatique du Gold and Silver Pawn Shop, il était devenu synonyme d'honnêteté, de connaissance historique et d'esprit d'entreprise. Alors, comment un tel personnage a-t-il pu se retrouver au centre de l'une des affaires criminelles les plus odieuses de l'histoire américaine moderne? La réponse était aussi complexe que dérangeante. Tout a commencé tranquillement début 2022, avec quelque chose d'aussi banal qu'une anomalie dans les livres. Lors d'un audit conjoint de l'IRS et du FBI, de subtiles irrégularités ont été détectées dans les dossiers financiers du prêteur sur gage de Rick Harrison. Les écarts étaient mineurs mais persistants, transactions en espèces inhabituelles, descriptions vagues des articles et évaluations non documentées. Au départ, cela ressemblait à un autre cas d'évasion fiscale, un phénomène assez courant parmi les petites et moyennes entreprises du Nevada. Mais ce n'était pas n'importe quel homme d'affaires. Rick Harrison était une personnalité nationale et l'ambiguïté entourant ses finances a déclenché des signaux d'alarme au plus haut niveau. Le FBI a chargé une équipe chargée des crimes financiers, basée à Las Vegas, de surveiller l'activité du magasin. Ce qu'ils découvrirent ensuite propulsa l'affaire dans un domaine bien plus sinistre. De nombreux paiements importants en espèces, allant de $15 000 à $50 000, n'étaient accompagnés d'aucun reçu ni document officiel correspondant. Il est troublant de constater que plusieurs des objets liés à ces paiements ressemblaient à des pièces répertoriées dans la base de données mondiale d'Interpol sur les objets culturels volés. Parmi eux se trouvaient de rares reliques disparues des musées de régions déchirées par la guerre comme la Syrie, la Jordanie et certaines parties de l'Asie. Une découverte, en particulier, a provoqué une onde de choc dans le bureau. 3 objets de grande valeur, qui étaient brièvement passés par la boutique de Rick avant de se retrouver lors d'une vente aux enchères d'élite à Los Angeles, correspondaient à ceux volés lors de violents braquages dans les zones de conflit au Moyen-Orient. Les archives internes ont montré qu'ils avaient disparu lors d'attaques armées quelques mois seulement avant de réapparaître sous un nouveau propriétaire à Las Vegas. À mesure que le FBI élargissait son enquête, la piste financière commençait à se défaire comme une toile d'araignée. Les revenus provenant de la vente d'objets étaient acheminés via un système complexe de sociétés écrans et de comptes offshore dans des paradis fiscaux tels que Chypre, Byssus et les îles Vierges britanniques.
Ces comptes ont été attribués à des portefeuilles d'investissement privés au nom de Rick Harrison. En 2 ans, les enquêteurs ont estimé que plus de 4,7 millions de dollars avaient été blanchis et restitués aux États-Unis. Ce nouveau développement a transformé toute la nature de l'affaire. Il ne s'agissait plus d'impôts impayés, il s'agissait d'un potentiel réseau criminel international, avec Rick Harrison en son cœur. Le FBI a commencé à examiner la clientèle du prêteur sur gage, ce qui a abouti à une situation profondément inquiétante. Au moins 5 personnes impliquées dans des transactions de grande valeur avec Rick avaient mystérieusement disparu entre 2017 et 2021. Leur disparition n'avait jamais été liée au magasin et n'avait toujours pas été résolue. Bien qu'il n'y ait aucune preuve immédiate reliant Rick directement à ces disparitions, la chaîne de coïncidences était trop forte pour être ignorée. Le FBI a placé Rick sous surveillance secrète. Pendant 6 mois, des agents ont suivi ses déplacements, en se concentrant sur sa résidence privée, un vaste manoir hautement sécurisé situé à la périphérie de Las Vegas. Le domaine, équipé de systèmes de surveillance de pointe, semblait receler des secrets bien au-delà des méfaits financiers. L'activité nocturne a retenu l'attention de l'équipe. De gros camions banalisés sont arrivés sous le couvert de l'obscurité, déchargeant d'énormes caisses en bois banalisées. Les hommes qui s'occupaient de ces livraisons étaient connus des autorités pour leur implication antérieure dans le trafic d'antiquités. Ce qui est encore plus étrange, c'est que certaines parties du manoir ne correspondent pas au registre de construction de la ville. Il y avait des caméras cachées et des zones d'accès restreints qui n'apparaissaient pas dans la documentation officielle, suggérant des rénovations illégales effectuées pour dissimuler la véritable configuration de la propriété. Le 17 avril 2024, le mandat de perquisition a finalement été exécuté. Ce que les forces de l'ordre ont découvert derrière ces portes a choqué non seulement le FBI mais la nation tout entière. Ce qui a commencé comme une simple enquête financière s'est transformé en une horrible révélation impliquant des meurtres en série, des trafics illicites et l'orchestration d'un empire criminel international. L'image même de Rick Harrison, autrefois adoré comme un expert en antiquité de génie et une personnalité fiable de la télévision, s'est effondrée sous le poids des révélations. N'étant plus un symbole de la détermination et de la ruse américaine, il était devenu l'incarnation de la duplicité et de l'horreur, un homme capable de maintenir une façade si parfaite qu'elle trompait des millions de personnes. Le manoir qui figurait autrefois dans les magazines sur papier glacé comme un « paradis pour les historiens » est désormais devenu tristement célèbre en tant que théâtre de crimes odieux. Situé dans un quartier aisé de Las Vegas, la propriété de 10 000 pieds carrés présentait des jardins bien entretenus, des espaces de vie opulents et un luxe discret. Mais dès que les chercheurs sont arrivés, ils ont senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Malgré sa grandeur, la maison semblait étrangement vide. Les pièces étaient enveloppées d'épais rideaux et la poussière recouvrait les surfaces, il y avait un silence, une absence de vie qui imprégnait chaque recoin. Plusieurs zones ont été bouclées à la hâte en utilisant des méthodes non conventionnelles, comme si quelqu'un avait frénétiquement tenté d'effacer le passé. Dans une partie cachée de l'entrepôt, accessible uniquement via une authentification biométrique, les agents ont trouvé des cartons. Mais ceux-ci ne contenaient pas de millésimes rares. Au lieu de cela, ils étaient remplis d'objets de contrebande enveloppés dans du velours protecteur, dont beaucoup portaient des cachets de musées d'Asie, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. La majorité étaient sans papier et avaient été signalés comme volés entre 2016 et 2022. L'horreur s'est accrue lorsqu'un officier a découvert une porte cachée dans la bibliothèque privée de Rick. Derrière, se trouvait une pièce étroite, sans air et sans fenêtre, avec un seul corps en décomposition enveloppé dans une bâche. À proximité se trouvait une horloge antique unique qui a finalement été liée à un collectionneur disparu, vu pour la dernière fois en 2019. Cette découverte a activé le protocole d'intervention d'urgence du FBI. Au cours des 48 heures suivantes, les équipes médico-légales ont fouillé la propriété. Ce qu'ils ont trouvé a défié toute croyance, 24 corps, dont beaucoup démembrés, cachés dans des faux planchers, des murs et des compartiments faits sur mesure. Certains avaient été enterrés sous la structure de la maison elle-même, victimes d'une planification méthodique et d'une manipulation architecturale. La plupart des restes étaient des hommes âgés de 30 à 50 ans. Certains ont été rapidement identifiés comme étant des personnes liées aux prêts sur gage de Rick ou au commerce illicite de reliques culturelles. D'autres, dépourvus de marqueurs identifiables, étaient plus difficiles à suivre. Cependant, la tendance était indéniable. Les journaux manuscrits découverts dans le bureau de Rick étaient encore plus accablants. Ils ont décrit des pensées et des stratégies troublantes, des notes méticuleuses sur les personnes avec lesquelles il a travaillé et des notes énigmatiques comme « il représente un risque » ou « nous devons nous occuper de lui bientôt ».
Les écrits dressent le portrait d'un homme non seulement profondément impliqué dans des opérations criminelles, mais peut-être rongé par une contrainte plus sombre, l'esprit d'un tueur en série au travail. Vint ensuite la pièce la plus effrayante de toutes, une pièce insonorisée et sans lumière connue sous le nom de « Galerie secrète ». C'était un coffre-fort caché de l'horreur, trophées, photographies, effets personnels des victimes, le tout disposé avec un respect envoûtant. Pour le FBI, cette pièce était la preuve irréfutable que Rick Harrison n'était pas seulement un cerveau criminel, mais un homme animé par un besoin tordu de dominer et de se souvenir de ceux qu'il avait détruits. Lorsque Rick Harrison a été arrêté, aucune trace de peur n'a traversé son visage. Son expression était étrangement vide, son attitude étrangement sereine. Selon l'un des agents qui l'ont arrêté, il est resté absolument silencieux, aucune résistance, aucune question, aucune excuse. Lorsque la police a bouclé le grand manoir qui symbolisait autrefois son succès, son attitude calme n'a fait qu'approfondir les soupçons que tout avait été calculé. Chaque détail suggérait que Rick avait méticuleusement planifié ses actions longtemps à l'avance, cachant une sombre réalité même à ses proches, sa famille, ses amis, ses admirateurs. Il avait vécu le mensonge avec la précision d'un acteur aguerri, sans jamais briser son personnage. Ce qui a suivi a été une frénésie nationale. L'idée qu'une icône de la télévision bien-aimée, réputée pour son esprit vif et son professionnalisme impeccable, ait caché un secret aussi monstrueux pendant plus d'une décennie était presque trop difficile à accepter pour le public. Las Vegas, habituellement pleine de lumière et de touristes, est devenue le centre d'une tempête médiatique. Des camions de presse et des équipes de tournage ont envahi les portes du manoir de Rick. La luxueuse propriété, autrefois considérée comme un symbole de goût et de raffinement, était désormais l'une des scènes de crime les plus horribles des annales du divertissement américain. Chaque porte grinçante révélait une autre couche d'horreur. À chaque nouvelle découverte, les enquêteurs ont compris que la maison de Rick Harrison n'était pas qu'une résidence, c'était un tombeau. L'empire qu'il avait construit ne reposait pas uniquement sur la connaissance et la richesse, mais aussi sur les secrets, le silence et le sang. Ce qui a profondément ébranlé la nation n'était pas seulement le nombre effarant de morts, 25 vies perdues, mais aussi l'horrible vérité selon laquelle Rick avait coexisté avec ses restes, comme s'il n'était rien. Comme si la mort elle-même n'était qu'une transaction parmi d'autres dans son ascension impitoyable dans le commerce des antiquités. Il a vécu parmi les cadavres comme la plupart des gens vivent parmi les meubles, sans y réfléchir à deux fois. Cette révélation a soulevé une question effrayante qui a tourmenté des millions de personnes, comment un homme a-t-il pu vivre deux vies aussi radicalement opposées? L'un, à l'honneur, parle avec passion des reliques du passé. L'autre, enveloppé de ténèbres, construit sur un calcul froid et un meurtre silencieux. Et peut-être le plus terrifiant de tous, comment se fait-il que personne ne l'ait vu? Cette percée a été possible grâce à l'implication de 3 personnes clés dont l'implication a commencé à révéler la véritable ampleur du réseau criminel. Alors que les autorités fouillaient chaque centimètre carré du manoir, il est devenu évident que les 25 victimes n'étaient qu'un début. L'horreur s'est propagée plus loin que quiconque aurait pu l'imaginer. Les meurtres n'étaient pas le produit d'un esprit chaotique ou dérangé agissant de manière impulsive. Tout indiquait un auteur intellectuel, méthodique, patient et terriblement précis. Cela a conduit le FBI à une théorie effrayante, Rick Harrison n'était pas un loup solitaire. Il était un élément essentiel d'un vaste réseau criminel international hautement organisé. Sa carrière respectée dans le domaine des antiquités n'était rien d'autre qu'un masque, une couverture élaborée pour le trafic, la contrebande et le meurtre. À l'intérieur du manoir, les enquêteurs ont découvert un arsenal d'appareils électroniques, disques durs, téléphones cryptés et serveurs privés. Avec l'aide d'Europol, le FBI a déchiffré un labyrinthe de couches de sécurité et a découvert un système de communication scellé fonctionnant via des plateformes anonymes telles qu'Ankra et SkySS. Ce qu'ils ont trouvé était accablant, des centaines de messages provenant des comptes personnels de Rick, remplis d'instructions codées, coordonnées de livraison, numéros d'articles, codes de paiement déguisés en termes comme riz noir, or, et, le plus effrayant de tous, sang. Ce n'étaient pas des métaphores. C'étaient les monnaies cryptiques du commerce illégal d'antiquités. Parmi les contacts directs de Rick figuraient au moins une douzaine de personnes ayant un casier judiciaire connu et lié à des réseaux de contrebande d'œuvres d'art. Ces groupes opéraient en Turquie, en Irak, en Égypte et dans les Balkans, des régions déchirées par des conflits où les trésors culturels sont pillés et vendus en contrebande. 2 de ces contacts, qui utilisaient les pseudonymes Farok et SM, figuraient déjà sur la liste des personnes les plus recherchées d'Interpol. Selon un rapport de 2020, ces hommes ont orchestré le pillage de près de 300 objets inestimables du musée national syrien au plus fort de la guerre civile.
Le fait que Rick négociait directement avec de telles personnalités, discutant des prix, planifiant les expéditions, ne laissait aucun doute sur son rôle central dans ce réseau mondial. Mais son engagement ne se limite pas aux acquisitions. Les enquêteurs ont découvert que Rick avait activement travaillé au blanchiment de ces objets volés, évaluant leur légitimité historique, falsifiant leurs origines et falsifiant les documents pour les faire passer pour légaux. Dans ce monde souterrain, Rick n'était pas qu'un simple acheteur. Il était un conseiller, un expert et un facilitateur. Un architecte clé du système. L'opération de contrebande a suivi un modèle triangulaire. Les objets volés provenaient des régions instables du Moyen-Orient et de l'Europe de l'Est. De là, les marchandises transitaient par des centres européens comme la France, la Suisse et la Belgique, où elles étaient préparées pour la vente. Les destinations finales étaient principalement les États-Unis et la Chine, marchés avides d'objets de collection rares et exotiques. Rick a été le gardien de l'Amérique du Nord. Son prêteur sur gage était plus qu'une télévision, c'était une façade pour une opération de blanchiment d'argent. Il importait des pièces comme si elles appartenaient à une collection privée et les vendait discrètement à des collectionneurs à huis clos. C'était propre. C'était silencieux. C'était rentable. Entre 2016 et 2023, Rick aurait trafiqué au moins 147 artefacts de grande valeur, dans le cadre de transactions totalisant plus de 19 millions de dollars. Parmi les objets récupérés figurait une statue de Bouddha du VIe siècle pillée dans le nord de l'Inde, une sculpture d'un lion arménien, 2 récipients à vin de la dynastie Zhou en provenance de Chine et une réplique rare et presque complète du livre des morts égyptien, volé à Luxor en 2011. Ces artefacts étaient protégés par le droit international, vente privée interdite, mais le statut de Rick en tant que « expert de confiance » lui a permis d'échapper à tout examen minutieux. Les transactions ont été dissimulées par le biais de sociétés écrans dans les Caraïbes et de faux documents dans des imprimeries clandestines en Roumanie et à Hong Kong. Ceux qui se sont approchés trop près de la vérité ont payé le prix ultime. Leurs destins furent scellés en silence. Les 25 corps cachés à l'intérieur du manoir de Rick n'étaient pas des victimes aléatoires, ils représentaient le coût humain du maintien d'une façade immaculée. Parmi les cas les plus notables figure celui de Javier Montt, un collectionneur espagnol disparu à Las Vegas en 2020 après avoir exprimé son inquiétude quant à l'authenticité des artefacts que Rick lui avait montrés. Ces restes ont ensuite été identifiés grâce au dossier dentaire. Une autre victime, Valérie Chen, était un journaliste canadien qui avait enquêté sur des transactions douteuses sur le marché des antiquités. Il a demandé un entretien avec Rick. 4 mois plus tard, elle a disparu. L'un des corps féminins dans le sous-sol du manoir correspondait à son ADN. Ces affaires dressent le portrait d'un homme prêt à tout pour protéger son empire. Les menaces n'ont pas été tolérées, elles ont été supprimées. Dans l'un des journaux personnels de Rick retrouvés sur les lieux, il écrit « Pour préserver l'or, ceux qui l'exploitent doivent être enterrés ». Ce n'était pas une métaphore. C'était un énoncé de mission. L'enquête a révélé que Rick n'avait pas agi seul. Plusieurs personnalités respectées du monde des antiquités ont été appelées à témoigner, conseillers de musées et experts des maisons de vente. Certains étaient soupçonnés d'avoir sciemment authentifié des objets volés. Aucune accusation n'a été déposée, mais les implications ont suffi à ébranler l'ensemble du secteur. Une partie de la raison pour laquelle Rick a pu opérer pendant si longtemps était son image publique soigneusement cultivée. En tant que star de télé-réalité, il était considéré comme digne de confiance, curieux et intelligent. Non seulement les gens le regardaient, mais ils croyaient en lui. Il donne des conférences, participe à des expositions et entretient des relations avec des institutions historiques prestigieuses. Tout soupçon semblait absurde. Il avait construit un bouclier de célébrité autour de lui et le monde n'avait jamais pensé à regarder derrière lui. Rick Harrison, l'homme que tout le monde pensait connaître, est devenu le symbole de quelque chose de beaucoup plus sombre. Il était à la fois un produit du commerce des antiquités et celui qui en avait secrètement réécrit les règles. Son cas est devenu un catalyseur pour révéler le côté le plus sombre du commerce culturel. L'histoire ne parlait plus de la chute d'un seul homme. Il s'agissait d'un problème mondial, où la culture est monnaie courante et où la criminalité se cache derrière le charisme et les références. Lorsque le FBI a publié la première vague de preuves, le public a été stupéfait, non seulement par les corps, mais aussi par la prise de conscience inconfortable que Rick n'était peut-être que la pointe d'une énorme machine cachée. Les gens ont commencé à tout remettre en question, l'origine des pièces dans leurs musées locaux, la légitimité des célèbres collections privées, le rôle des émissions de télé-réalité pour masquer la corruption. Rick avait trompé le monde en semblant se soucier de l'histoire. Mais en réalité,
il s'est servi de l'histoire comme d'un camouflage pour perpétrer des crimes à travers les continents. Se pourrait-il que les musées que nous vénérons ne soient pas les gardiens de la civilisation, mais les participants, consciemment ou non, à un marché noir fondé sur le pillage et la perte? La double vie de Rick Harrison n'a pas seulement exposé un seul homme, il a exposé un système. Le monde des Antiquités, autrefois considéré comme noble et raffiné, est désormais taché de sang. L'homme qui avait autrefois sensibilisé des millions de personnes à la valeur des artefacts était devenu l'architecte de leur corruption. Dans leur étude, les chercheurs ont trouvé la dernière pièce du puzzle, des journaux intimes, soigneusement organisés et obsessionnellement détaillés, dans lesquels Rick racontait sa double existence. Il a décrit le poids insupportable du culte, le besoin épuisant de rester impeccable et la soif désespérée de contrôler un espace où personne ne le remettrait en question. Une phrase inquiétante a retenu l'attention de tous les agents qui l'ont lu, nous avons tous un musée secret. Certains sont pleins de souvenirs, d'autres d'échecs. Le mien est plein de cadavres, mais au moins il ne mente pas. Ce n'était pas du remords. C'était un manifeste. Rick savait exactement de qui il s'agissait. Il n'a pas nié les ténèbres, il l'a simplement caché sous les lumières de la gloire. Les psychologues légistes ont conclu qu'il n'était pas un homme poussé par la rage ou le chaos. C'était un orchestrateur, méthodique, manipulateur et terriblement lucide. Il pouvait filmer un épisode télévisé un jour et cacher un corps le lendemain. L'obsession de Rick n'était pas seulement pour les objets rares, mais aussi pour le pouvoir. Pouvoir sur la perception, sur la valeur, sur la vie elle-même. Pour lui, les gens étaient des pièces, interchangeables, remplaçables et faciles à effacer s'ils menaçaient l'illusion. Leurs crimes n'étaient pas des actes passionnels, mais des décisions, des corrections précises dans un système qui refusait de permettre son dysfonctionnement. Et maintenant, ce système a été exposé. Le registre caché de la mort. Au cours de l'enquête poignante, les agents ont fait une découverte effrayante, Rick gardait une collection d'effets personnels de ses victimes, montres, colliers, billets d'avion, reçus d'hôtel et même des photos de famille. Ces objets n'ont pas été cachés au hasard. Au lieu de cela, ils étaient exposés avec une précision obsessionnelle dans des étuis sur mesure à l'intérieur d'une chambre cachée, sécurisée par un verrou à empreinte digitale que seul Rick pouvait ouvrir. Pour le FBI, elle était surnommée « la chambre du crime ». Mais pour Rick, cela avait un objectif bien plus intime et sinistre. C'était, comme il l'appelait, votre vrai livre de compte. C'est mon véritable équilibre, a dit un jour froidement Rick. Je ne compte pas les dollars. Je compte les vies, celles qui ne méritent pas de vivre. Son obsession macabre de cataloguer ses restes allait bien au-delà de la chasse aux trophées. Cela a révélé une couche psychologique plus profonde, Rick n'a pas tué simplement pour protéger son empire criminel. Il tuait pour préserver les souvenirs, pour laisser sa marque, pour affirmer sa domination. Tout comme il appréciait une pièce de monnaie romaine ou un fusil ancien, il chérissait chaque vie éteinte comme une preuve de son contrôle suprême, et non de sa gloire. Ce qui rendait son cas encore plus inquiétant, c'était que la descente de Rick dans les ténèbres ne reposait pas sur les sources habituelles. Les évaluations psychologiques du FBI n'ont révélé aucune enfance traumatisante, aucune maladie mentale diagnostiquée ou aucun antécédent de maltraitance. Il a grandi dans un environnement stable et a mené une jeunesse banale. Mais dès son plus jeune âge, Rick a montré un intense désir de supériorité. Il aimait gagner, démonter les arguments des autres et, par-dessus tout, il détestait être interrogé ou contredit. Ses anciens professeurs le décrivaient comme un homme calme et distant, qui socialisait rarement mais insistait toujours pour avoir le dernier mot. La renommée ne l'a pas corrompu, c'est simplement devenu un autre instrument de contrôle. Au cours de son mandat d'une décennie à le prix de l'histoire, Rick était méthodique. Il a évité les erreurs, dicté le récit de la série et géré méticuleusement sa personnalité publique. Chaque apparition était répétée, chaque réplique soigneusement mesurée. Il a facilement évité la controverse, maîtrisant l'art de la perception du public comme bouclier contre tout examen minutieux. Et cette domination a rendu sa chute encore plus choquante. Rick n'était ni un reclus excentrique ni une figure émotionnellement instable. Il était l'image de la cohérence et du professionnalisme. Lorsque la vérité a été révélée, elle a non seulement choqué le public, mais elle a également brisé une confiance profondément enracinée. Rick était devenu une figure familière, une incarnation du rêve américain, autodidacte, travailleur et fiable. Pour ses partisans, pour la plupart des Américains issus de la classe moyenne et ouvrière, il était plus qu'une célébrité. C'était la preuve que le succès était possible avec courage et intégrité. Ainsi, lorsque la vérité a été révélée,
cela a non seulement semblé une trahison, mais aussi un sacrilège. Rick n'avait pas seulement pris des vies, avait assassiné l'idéal auquel il croyait. Et cette trahison résonnait bien au-delà de lui. Cela a révélé quelque chose de plus inquiétant, le caractère artificiel de la télé-réalité. Un monde où les apparences peuvent être écrites, éditées et manipulées pour paraître plus authentiques que la vie elle-même. Rick le savait intimement. Il l'a exploité, façonnant une version de lui-même si parfaite que même lui-même y croyait. Mais l'homme que le FBI a trouvé dans sa somptueuse demeure n'était pas l'expert collectionneur de pièces que les téléspectateurs adoraient. Il était le vrai Rick, un homme qui mesurait la valeur de la vie dans le pouvoir et la possession. La découverte de 25 corps cachés à l'intérieur de sa maison a choqué la nation non seulement en raison de l'horreur du crime mais aussi parce qu'elle a forcé une analyse collective. Comment quelqu'un comme celui-là a-t-il pu tromper tout le monde pendant si longtemps? Et quelles autres sombres vérités se cachent sous les lumières vives de la télévision? Un héritage taché de sang. Lorsque le FBI a confirmé la découverte macabre de restes humains à l'intérieur du manoir de Rick Harrison, l'Amérique a été stupéfaite. Cependant, ce n'est pas seulement l'ampleur du meurtre ou la brutalité qui a causé le plus de détresse, c'est l'identité de l'accusé. Rick Harrison n'était pas une figure sombre cachée en arrière-plan. Il était une personnalité bien aimée de la télévision, présent régulièrement dans des millions de foyers pendant plus d'une décennie. Et soudain, tous les regards se sont tournés vers sa famille, en particulier vers son fils et co-star, Corey Bigos Harrison. Corey n'était pas seulement l'héritier biologique de Rick, il était l'héritier de la marque Harrison, le visage public de son empire. Mais avec l'arrestation de son père pour meurtre en série, trafic international et vie cachée sous le toit qu'ils partageaient tous les deux, Corey s'est retrouvé plongé dans un tourbillon de suspicion. Les autorités l'ont placé sous surveillance et une enquête personnelle a été ouverte. La question était importante, Corey le savait-il? Aurais-je vraiment pu vivre à côté d'une telle horreur sans rien remarquer? Pendant plus de 10 ans, Corey et Rick ont enregistré des centaines d'épisodes ensemble, se sont lancés dans d'innombrables interviews et ont participé à d'innombrables événements promotionnels. Corey a toujours été joyeux, loyal et peut-être un peu naïf, quelqu'un qui n'a jamais remis en question le leadership de son père. De nombreux téléspectateurs s'accrochaient à la conviction que lui aussi avait été aveuglé par la tromperie de Rick. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Les critiques ont fait valoir que son silence pouvait avoir été motivé par des raisons d'auto-préservation ou même par des motivations financières. Dans sa seule déclaration publique après l'éclatement du scandale, Corey semblait visiblement secoué alors qu'il s'adressait aux médias. « Je ne savais pas. Si j'avais su, je ne serais pas là. Je suis ton fils, pas ton complice. » Mais cette déclaration n'a pas réussi à calmer la tempête. Les détectives en ligne ont commencé à disséquer d'anciennes images, à analyser leurs expressions faciales et à examiner les interviews à la recherche d'indices subtils. Bien qu'il n'y ait aucune preuve impliquant directement Corey, son image a été définitivement ternie par les soupçons. L'effondrement d'un empire. Pour l'équipe de production de la série, la nouvelle a été plus que dévastatrice sur le plan professionnel, elle était profondément personnelle. Beaucoup avaient travaillé en étroite collaboration avec Rick pendant plus d'une décennie, lui faisant confiance, riant avec lui et bâtissant une franchise à succès. En tant que participant partagé avec le journaliste hollywoodien, Rick avait toujours le contrôle. De la salle de montage au planning de tournage, rien ne se passait sans son accord. Il n'était ni chaleureux ni trop amical, mais il était calme, précis et toujours professionnel. Le spectacle a été annulé presque du jour au lendemain. Malgré son statut d'un des succès les plus rentables et durables de la chaîne, tous les partenariats publicitaires ont pris fin, la distribution internationale a cessé et les tournées de magasins ont pris fin brusquement. En 10 jours, ce qui constituait autrefois un élément culturel avait disparu. Des dizaines de membres d'équipage, dont beaucoup faisaient partie de l'équipe depuis sa création, ont perdu leur emploi en un instant. C'est un caméraman qui a le mieux saisi ce sentiment, j'ai l'impression que nous avons contribué à créer un monstre médiatique. Le Gold and Silver Pawn Shop, autrefois une destination touristique animée à Las Vegas, a fermé ses portes pour une durée indéterminée. Scellée comme scène de crime, elle est devenue un symbole de malheur. Les visiteurs qui y affluaient autrefois pour des autographes et des souvenirs l'évitaient désormais complètement, désireux d'effacer le souvenir. La famille de Rick s'est désintégrée sous le poids des révélations. Sa femme, qui avait fait des apparitions occasionnelles dans les coulisses, a disparu de la vie publique et aurait complètement quitté le Nevada. Selon les enquêteurs, la famille coopère désormais pour identifier les biens acquis par des moyens illicites, dans l'espoir d'éviter des poursuites pénales. En mars 2025,
Rick Harrison a été inculpé de 29 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, de conduite d'une opération mondiale de contrebande, de blanchiment d'argent et d'entrave à la justice. Le procès a été accéléré après près de 3 mois d'enquête intense impliquant plus de 70 agents fédéraux et experts légistes. Ce qui a commencé comme un incroyable scandale est devenu un avertissement, le visage que nous voyons à l'écran n'est peut-être pas l'âme derrière le sourire. Et parfois, les symboles de réussite les plus fiables reposent sur des fondations d'horreur. Au début du procès, tous les doutes avaient été dissipés. Rick Harrison, autrefois une figure bien aimée de la télévision, s'est retrouvé au centre d'une horrible saga, une série de meurtres méticuleusement orchestrés qui se sont déroulés dans les murs de son opulent manoir. L'enquête du FBI avait découvert les restes de 25 victimes enterrées à divers endroits du domaine. La gravité des crimes a choqué la nation. Le 18 septembre 2024, le procès a débuté devant la Cour fédérale du Nevada, attirant une immense attention mondiale. La sécurité autour du palais de justice a atteint des niveaux sans précédent, tandis que la couverture médiatique est montée en flèche. La presse n'a pas perdu de temps pour l'étiqueter le procès du siècle pas seulement à cause du crime, mais à cause de l'homme au centre. Plus de 200 journalistes accrédités ont pu couvrir les débats depuis l'extérieur de la salle d'audience, une rare saturation médiatique qui témoigne de l'ampleur culturelle de l'affaire. Les principaux réseaux d'information tels que CNN, NBC et CBS consacrent des segments quotidiens à l'analyse des audiences, proposant des mises à jour 24 heures sur 24, des commentaires d'experts et des analyses minute par minute. Les États-Unis n'avaient jamais connu une disgrâce aussi spectaculaire. Un homme autrefois accueilli dans les salons de tout le pays était devenu le criminel le plus vilipendé de mémoire récente. Maria Lopez, procureure générale du Nevada, a prononcé un discours d'ouverture tonitruant qui a fait frissonner la salle. L'accusé, Rick Harrison, n'est pas simplement un meurtrier. Il a construit son manoir brique par brique, non pas avec des rêves, mais avec du sang et des os. C'est un monument à la mémoire de ses victimes. Le dossier de l'accusation était formidable et soigneusement structuré autour de 3 piliers clés. Premièrement, les preuves matérielles, les corps eux-mêmes, les journaux personnels récupérés dans des compartiments cachés, les affaires des victimes, une mine de données numériques, y compris des messages cryptés, et un système de surveillance élaboré à l'intérieur du manoir qui a enregistré des images accablantes. Deuxièmement, une série de témoignages poignants de témoins, des personnes qui avaient des relations d'affaires avec Rick, dont certaines affirmaient avoir été menacées ou contraintes. En fin de compte, l'analyse médico-légale et technologique a brossé le tableau effrayant d'un homme qui avait planifié chaque détail avec précision et prévoyance. L'un des moments les plus troublants du procès s'est produit lorsque l'accusation a diffusé un clip vidéo muet. Il montrait Rick Harrison dans la bibliothèque privée du manoir, debout devant une vitre remplie de trophées, de spécimens macabres de ses victimes. Dans la séquence, Rick tendit la main et toucha doucement un collier. Il a été identifié plus tard que ce collier appartenait à Valérie Chen, l'une des personnes disparues liées à l'affaire. Bien qu'il ne dise rien, son regard, complètement dénué d'émotion, parcourut la pièce dans un silence glacial. Son regard n'était ni nostalgique ni regrettable. Cela a été calculé. L'accusation a souligné ce moment pour illustrer sa conscience de soi effrayante, démontrant que ses actions n'étaient pas des actes de colère spontanée mais des expressions méthodiques de domination. Pour Rick, le collier n'était pas un bijou. C'était un symbole de pouvoir. L'équipe de défense, dirigée par l'éminent avocat Peter O'Donnell, a suivi une stratégie à 2 volets. Premièrement, ils ont catégoriquement nié les accusations de meurtre. Ils ont ensuite lancé une contre-attaque audacieuse contre les preuves de l'accusation, suggérant qu'une grande partie de celles-ci aurait pu être manipulée ou dissimulée. O'Donnell a soutenu que Rick Harrison avait été victime d'une conspiration élaborée orchestrée par des ennemis jaloux de sa renommée et de sa richesse. Il a dénoncé l'ensemble de la procédure comme un « cirque médiatique », affirmant que l'accusé avait déjà été condamné par le tribunal de l'opinion publique avant d'avoir eu la possibilité de s'exprimer. Mais cette stratégie s'est effondrée sous le poids des preuves. Chaque jour qui passe, l'accusation révèle de plus en plus de preuves irréfutables. Dans un ultime effort, la défense a changé d'orientation, suggérant que Harrison pourrait souffrir d'un trouble dissociatif de l'identité ou d'un traumatisme non résolu de son enfance. Ils estiment qu'un tel état psychologique pourrait expliquer son comportement et potentiellement l'exonérer de toute responsabilité. Cependant, les évaluations psychiatriques ordonnées par le FBI n'ont fourni aucune validation de ce type. Les experts ont témoigné que Rick était complètement compétent mentalement. Il comprenait la nature et les conséquences de ses actes. Il était sain d'esprit, et il était coupable.
Puis vint le tournant le plus dramatique du procès. Rick Harrison a demandé au tribunal de se représenter lui-même. La demande a surpris les deux équipes judiciaires et a laissé la nation en suspens. Pendant près de 40 minutes, Rick s'est adressé directement au jury. Son ton était mesuré et sa voix ferme. Il a nié toutes les accusations. Mais plutôt que de susciter de la sympathie, son attitude froide et sans émotion n'a fait que confirmer ce que les preuves suggéraient déjà, il n'éprouvait aucun remords. Sans honte. Le décalage entre ses propos et son apparent manque d'empathie a profondément perturbé le jury. Son refus de reconnaître l'horreur des crimes a causé plus de dégâts que n'importe quel contre-interrogatoire. Au fur et à mesure que le procès avançait, des témoignages plus explosifs sont apparus. Un ancien employé a affirmé que Rick avait menacé de mort pour avoir enquêté sur les activités financières de l'entreprise, qui comprenaient des transactions illicites d'objets et des transactions internationales non documentées. Un journaliste qui avait travaillé en étroite collaboration avec Valérie Chen a révélé que Valérie avait craint pour sa vie après avoir découvert des informations confidentielles sur l'empire de Rick. Elle m'a dit que quelque chose de terrible pourrait arriver si je publiais ce qu'elle avait découvert, a déclaré le journaliste. Quelques semaines plus tard, Valérie a disparu sans laisser de traces. Ces témoignages ont solidifié un récit de peur, de manipulation et de pouvoir. Rick Harrison n'était pas seulement un homme d'affaires avec de sombres secrets. Il avait instauré une culture du silence et de l'intimidation. Sa portée s'étendait bien au-delà de ses émissions de télé-réalité et de ses projets commerciaux. Il avait infiltré des vies, dicté des destins et fait taire la dissidence avec une précision calculée. Après près de 7 semaines épuisantes de batailles judiciaires, plus de 80 audiences et une avalanche de preuves, le jury est parvenu à un verdict unanime. Rick Harrison a été reconnu coupable du meurtre au premier degré des 25 victimes confirmées. Les accusations supplémentaires incluaient la traite des êtres humains, le blanchiment d'argent international et la direction d'une vaste entreprise criminelle qui s'étendait sur tous les continents. La peine a été rapide et sévère, la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Tous les biens de Rick ont été confisqués par l'État, y compris son manoir, son célèbre prêteur sur gage, ses comptes bancaires offshore et sa vaste collection d'objets rares et précieux. Lorsqu'il a été conduit hors de la salle d'audience, Rick n'a jamais regardé en arrière. Il tenait la tête haute, ne montrant aucune trace de regret ou d'émotion, juste l'expression vide d'un homme dont les secrets l'avaient finalement rattrapé. Il n'est pas apparu comme un homme vaincu, mais comme quelqu'un qui avait accepté que son empire s'effondrait sous le poids de la vérité. Avec ce regard vide, il a disparu derrière les froides portes d'acier du système pénitentiaire, entraînant avec lui un héritage tordu que l'Amérique préférerait oublier, mais ne le fera jamais. Rick Harrison, autrefois un nom connu, s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus sombre, un symbole de la façon dont la célébrité peut masquer la monstruosité. Un tueur en série. Un chef de file du crime mondial. Une icône déchue. Même si le procès est terminé et que justice a été rendue, ces échos continuent de résonner dans la société américaine. Dans les universités, les écoles de journalisme et les forums juridiques, le cas Rick Harrison est désormais étudié non seulement comme un spectacle juridique mais aussi comme un bilan culturel. C'est un avertissement sévère sur les dangers de l'idolâtrie des personnalités publiques et un rappel que derrière chaque sourire et chaque caméra de télévision se cache peut-être un secret trop sombre pour être imaginé.